Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau focus de la rédaction Archimag, co-organisé avec l'éditeur Box. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag, et j'aurai donc le plaisir d'animer cet événement qui sera dédié à la gestion de contenu dans le secteur du luxe, du retail et du CPG en particulier. Pas d'inquiétude si vous n'appartenez pas à ce secteur, je suis sûr que vous retrouverez des informations, des technologies ou des usages qui peuvent être transverses ou adaptables en fonction de vos propres problématiques. Donc, bien entendu, vous avez tout à fait votre place avec nous. Pour traiter le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de deux experts de chez Box. Tout d'abord, Jade McQueen. Bonjour Jade. Bonjour Fabien, merci pour nous avoir, nous inviter et je suis absolument très excitée de parler avec vous et vos clients aujourd'hui. Merci Jade, c'est un plaisir. Je rappelle que tu es VP Retail, je vais y arriver, NCPG chez Box, et également Guillaume Bro. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Guillaume, de ton côté, tu es directeur technique Europe du Sud chez Box, c'est plus facile à prononcer. Et je fais un petit peu de teasing pour la suite, mais tu nous présenteras justement de façon très concrète comment les solutions d'aujourd'hui peuvent répondre à des enjeux d'optimisation de la gestion de contenu à travers une démo en live. Donc surtout, n'hésitez pas à rester avec nous pour découvrir cette démo. Juste avant de vous donner la parole à tous les deux, je voulais rappeler que cet événement était organisé en parallèle de la publication des résultats d'une enquête qui a été menée par Archimag et Box en fin d'année dernière. Cette enquête, justement, elle a été publiée ce matin même. Je vous la partage, hop, tout de suite, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil plutôt après la session, si ça vous convient. Voilà, je l'envoie à toute fin utile. L'idée, effectivement, c'est de vous proposer à travers cette synthèse, ce livre blanc, tous les résultats détaillés de cette enquête menée par Archimag et Box, mais également de retrouver, entre autres, une infographie qui vous présentera la synthèse de ces résultats, un avis d'expert par Jade, justement, et également plusieurs cas d'usage concrets d'entreprises de renom qui ont justement pu optimiser leur gestion de contenu documentaire grâce à des technologies adaptées. Donc vraiment, je vous encourage à jeter un œil en tout cas à ce livre blanc, à vous le mettre de côté pour après cette session. Je vais quand même vous présenter quelques chiffres clés, pas tous puisqu'évidemment on n'aurait pas assez de temps, mais j'en ai sélectionné certains en prenant trois prismes que sont des enjeux majeurs qui émanent un petit peu de cette enquête pour les entreprises justement du retail, du luxe et du CPG. Le premier d'entre eux étant la sécurité. Alors, en matière de sécurité, il y a quand même un certain paradoxe en ce qui concerne les entreprises du luxe, du retail et du CPG. C'est-à-dire que quand on observe les résultats de l'enquête, on a l'impression que la sécurité, c'est un enjeu, mais plutôt secondaire. C'est-à-dire qu'en 2024, Archimag et Box avaient déjà publié une autre enquête dédiée à la gestion de contenu documentaire menée auprès de toutes les entreprises de tous les secteurs en France. Et la sécurité apparaissait très clairement comme l'enjeu numéro 1 en matière de gestion documentaire. Pour les entreprises du luxe et du retail, c'est un peu moins le cas. On se rend compte effectivement qu'on a plus de 70% des professionnels du secteur qui indiquent que moins d'un contenu sur deux est considéré comme sensible et donc nécessite une sécurité qui est plutôt moindre. Et puis par ailleurs, on a aussi une majorité de professionnels qui ont l'impression en tout cas que les niveaux de sécurité proposés par leur organisation sont largement suffisants, notamment en matière de signature électronique ou d'archivage par exemple. Pour autant, quand on gratte un petit peu ces indicateurs, on se rend compte que la sécurité, elle soulève quand même des interrogations pour les professionnels du secteur. En particulier, il faut savoir que la sécurité, c'est la raison principale pour laquelle les entreprises du luxe, du retail et du CPG seraient prêtes à décommissionner certains outils métiers. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et puis par ailleurs, la sécurité, c'est aussi l'un des freins les plus importants dès lors qu'il s'agit de partager du contenu à l'externe. On a effectivement 17% des professionnels qui remontent ce frein en particulier. Et justement, en matière de partage de contenu, la transition est parfaite avec le deuxième enjeu sur lequel je voulais mettre l'accent, qui est la collaboration, les pratiques collaboratives. Et autant en matière de sécurité, je suis sûr que Jade et Guillaume pourront nous en dire un peu plus. En matière de collaboration, a priori, le constat est sans appel. Les entreprises du secteur sont un peu en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs sur d'autres secteurs. On constate qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques malheureusement
en particulier l'email qui est omniprésent dans les échanges de contenu aussi bien en interne. 63% des professionnels du luxe, du retail et du CPG ont recours au mail pour partager, collaborer autour du contenu. Et en externe, on a aussi 71% des répondants qui affirment utiliser ce canal. Ce canal, évidemment, il est très néfaste en termes de sécurité. J'ai déjà fait le topo précédemment, donc je ne reviens pas dessus. Mais également, il pose des problématiques en termes de traçabilité, d'accessibilité du contenu, de mutualisation également, puisque finalement l'accès est très limité. Et donc, c'est assez problématique pour les professionnels concernés. Un autre frein, une autre mauvaise pratique très largement répandue par les professionnels du secteur, c'est le fait de stocker des contenus avant tout sur le poste de travail des collaborateurs. On a effectivement 54% des professionnels dont le premier réflexe quand ils créent un nouveau contenu ou qu'ils en reçoivent un, c'est de télécharger ce contenu et de le mettre sur leur poste de travail. Ça, c'est non. Encore une fois, ça soulève de nombreuses problématiques en termes de sécurité, toujours d'accessibilité et de mutualisation de l'information. Néanmoins, ce chiffre, il faut quand même le mettre en parallèle d'un autre chiffre beaucoup plus positif. On a en contrepartie 37% des professionnels qui stockent leur contenu documentaire sur des plateformes centralisées qui justement proposent a priori en tout cas une sécurité accrue et des fonctionnalités collaboratives beaucoup plus poussées et intéressantes. Un autre indicateur sur le volet de la collaboration, qui est quant à lui relativement préoccupant, on constate effectivement que plus d'un groupe sur 3, donc composé de plusieurs entités, plusieurs marques, plusieurs maisons, ne dispose absolument pas d'une stratégie de mutualisation des contenus, c'est-à-dire que chaque contenu est géré de façon bien spécifique et individuelle par la marque ou l'entité concernée. En aucun cas, ces contenus ne sont mutualisés ou partagés. Par exemple, impossible de s'inspirer de la campagne de communication menée par mon voisin et qui a eu de bons résultats pour justement moi aussi proposer une campagne inspirée de celle-ci et avoir à mon tour de bons résultats, ou impossible également d'exploiter des données qui seraient un peu mutualisées de cette façon. C'est vraiment quelque chose qui freine complètement la créativité, la collaboration et encore une fois la mutualisation de l'information et des contenus. Sur ce constat, je tiens quand même à rappeler avec prudence qu'il n'est pas rare qu'au sein d'un même groupe, plusieurs marques soient en concurrence frontale les unes avec les autres. Donc ça peut effectivement expliquer pourquoi justement il y a des limites en termes de mutualisation à l'échelle du groupe tout entier. Pour lever ces freins, heureusement, il y a quand même des alternatives qui sont déjà identifiées par les professionnels et en particulier 70% d'entre eux partagent leur intérêt concernant les solutions de gestion documentaire centralisées et interconnectées avec leurs propres outils métiers. Donc, c'est quelque chose dont on parlera justement dans le cadre de cette présentation. Le troisième et dernier enjeu sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est bien sûr très actuel, très à la mode, c'est l'IA générative qui suscite finalement autant d'intérêt que de doutes et on comprend pourquoi. Puisqu'effectivement, tous les experts du marché du luxe, du retail et du CPG s'accordent à dire que l'IA générative, ce sera vraiment la grosse tendance du marché en 2025, avec deux usages principaux qui tendent à se développer. Tout d'abord, l'IA générative au service de l'optimisation de l'expérience client, avec notamment le développement d'agents conversationnels. C'est quelque chose qui apparaît déjà, que l'on voit notamment chez Dior, Louis Vuitton ou Estée Lauder notamment. Et l'autre aspect qui va concerner plutôt la sécurité au regard notamment de tout ce qui va concerner la fraude à l'identité, la fraude contre les mauvais payeurs, etc. À travers les résultats de l'enquête Box et Archimag, il y a d'autres usages qui apparaissent ou qui sont déjà en tout cas apparus au sein des entreprises qui nous intéressent aujourd'hui. Notamment, on a 72% des répondants qui affirment qu'ils utilisent déjà ou qu'ils seraient susceptibles d'utiliser l'IA générative pour tout ce qui concerne la recherche d'informations. On a également plus de 60% des répondants qui sont intéressés par les fonctionnalités de synthèse documentaire, 52% pour générer de nouveaux contenus et 36% pour partager facilement des contenus dans des langues différentes.
les usages que je suis en train de vous partager, il faut savoir de façon assez intéressante qu'ils font partie d'une liste de 24 usages qui ont été listés justement dans le cadre d'un rapport fourni au comité Colbert publié en septembre 2024. Pourquoi je vous parle de ce rapport? Parce qu'en réalité, il y a un fait assez marquant qui émane de ce dernier. Sur ces 24 usages, aucun d'entre eux n'a été mis en place par plus de 30% des entreprises du luxe, du retail et du CPG. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez plus d'une entreprise sur 3 dans ce secteur qui n'utilise absolument pas l'IA générative aujourd'hui, pour des raisons variées qui apparaissent justement à l'écran en ce moment même. La première étant bien entendu la confidentialité et la sécurité. On a quand même plus de 80% des répondants qui indiquent que ce frein est particulièrement important et explique justement l'absence de démocratisation de l'IA générative au sein de leur entreprise. On a également des risques d'hallucination et d'approximation qui sont pointés du doigt par 64% des répondants. Des préoccupations éthiques, 48% des répondants les citent, et de façon un peu plus marginale, tout ce qui va concerner l'automatisation, dans quelle mesure l'IA générative peut remplacer l'humain, et les surcoûts éventuels qui peuvent être générés par le recours à l'IA. Donc ça, c'est effectivement divers constats qui émanent, je le rappelle, d'une enquête qui a été publiée ce matin même par Box et Archimag, et je vous invite encore une fois très fortement à aller jeter un coup d'œil à ces résultats. Peut-être pour rebondir un petit peu sur ces indicateurs que je viens de vous partager, Jay, Guillaume, quels sont un petit peu, vous, votre ressenti? Que pensez-vous des chiffres issus de cette enquête? Est-ce qu'il vous semble cohérent avec ce que vous observez sur le terrain, peut-être Jade? Oui, oui. Donc, quand on parle de sécurité, c'est vraiment typique dans la plupart des entreprises que les employés ne considèrent pas certains documents comme sensibles. Donc, on a tendance à se concentrer sur tout ce qui est contrat, tout ce qui est information financière, et ça représente à peu près 25% des documents. Mais de nos jours, les documents sensibles s'étendent de la conception à un projet jusqu'au marketing, jusqu'à la livraison du projet. Et ça peut contenir les plans d'un produit, les plans d'une campagne marketing, des images d'un nouveau produit que vous faites. Et tout ça, c'est super sensitif. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on pense à la cybercriminalité, en 2024, en France, seulement en France, ça a coûté plus de 94 milliards à la France d'euros. Et la tendance, c'est que entre maintenant et 2028, les crimes de cyber et les crimes sur tout ce qui a un document, ça va être à plus de 419 milliards d'euros. Ça va coûter à la France. Donc, ces fuites, elles sont super coûteuses, mais c'est aussi plus que juste de l'argent. C'est la marque de l'entreprise, c'est la confidence de l'entreprise, et c'est aussi la relation entre l'entreprise et les clients. Donc, quand vous êtes une marque qui est une marque internationale, vous avez absolument besoin d'avoir de la sécurité pour tous les documents que vous avez, parce que tout ce que vous avez, non seulement c'est votre IP, c'est votre propriété intellectuelle. Surtout, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de reuser ça dans tous les territoires, et vous avez besoin de contrôler la façon dont vos employés l'utilisent. Et quand on pense à toute la compliance qui se passe dans le monde, on a aussi besoin d'être absolument alerte, à savoir exactement où ils sont votre documents. Donc, un des points que vous avez fait, Fabien, autour des 3 à 5 professionnels pensent que leur sécurité est assez. Bon, dans l'entreprise, peut-être, mais les attaques qu'on voit maintenant, elles sont en dehors de les entreprises. C'est des attaques avec ce qu'on appelle du phishing. Vous avez l'AI qui est utilisé pour votre voix, pour votre password. Donc, c'est très intéressant de voir ce numéro-là, parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus gros. Et je pense que si vous êtes une personne dans l'IT qui s'occupe de la sécurité, ces numéros-là vous feront très, très peur. Un autre point de lequel je voulais parler, c'est quand on parle de email, la plupart des clients avec lesquels on travaille dans d'autres industries, ils
ils ont absolument pas la chance de travailler de partager leurs informations, leur contenu sur un email. C'est une chose qui ne se passe absolument plus et la raison pour laquelle c'est la sécurité. La sécurité qui est absolument compromisée quand vous passez tout par email. Une autre chose ici, c'est que par exemple, si votre employé part et ils ont toujours accès à leur contenu, on voit ça beaucoup. On voit beaucoup d'employés qui partent et 6 mois, 7 mois après, ils ont toujours accès à votre information. Et ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle partager par email, c'est quelque chose qui se passe absolument plus dans la plupart des entreprises. Et puis, une autre chose aussi à laquelle on devra penser, c'est les logiciels malveillants qui peut être téléchargé par erreur sur votre laptop et qui compromet et qui peuvent ramener des choses comme du ransomware. Et ça se passe beaucoup plus, surtout sur des employés des marques qui sont super grandes, qui sont internationales et qui sont des marques qui ont vraiment une super bonne réputation. Il y avait aussi, Jade, tous les aspects un petit peu collaboration. On en a beaucoup parlé, toi et moi, en préparant le livre blanc et justement le webinaire, tout ce qui concernait la collaboration à l'échelle internationale d'un pays à l'autre, qui est vraiment préoccupante aussi aujourd'hui au sein de ces entreprises. Oui. Absolument. Et c'est aussi une question de vraiment savoir la façon dont on fait notre collaboration. Et quand tu penses à ce qui se passe dans le monde de la mode, il y a beaucoup de collaborations qui sont globales. Il y a des collaborations entre entreprises. Une des collaborations que j'adore, c'est la collaboration entre Apple et Hermès. Et ça, cette collaboration-là, c'est une maison de mode qui est internationale, qui a de l'histoire et une compagnie de tech. Donc, la façon dans laquelle elles vont travailler, ça va être un petit peu différente. C'est pour ça, c'est vraiment bien savoir exactement, si tu as des solutions qui pourront t'aider à être global, mais aussi à savoir exactement ce qui se passe avec ton contenu. Parce que tu veux vraiment savoir où elles sont mes fichiers, la façon dont c'est utilisé. Et aussi avec, par exemple, en Californie, on a une nouvelle loi qui est en train d'essayer de nous protéger comme l'employé à propos de tout ce qui est confidentiel. Et ça, tu dois absolument savoir exactement la façon dont tu peux travailler dans ces pays et avec qui. Et tu dois aussi savoir exactement ce qui se passe dans ton contenu. C'est pour ça que, par exemple, à Box, on a une nouvelle chose qu'on a commencé à travailler avec qui s'appelle Metadata Extraction. Et c'est vraiment à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ma data et pour avoir des informations rapidement. Donc, quand on parle du IA qui est une révolution, ça existe depuis un certain temps. Mais la raison pour laquelle on en parle beaucoup plus maintenant, c'est parce que en moins de 2 ans, on a vu des gains de productivité qui sont absolument incroyables dans la recherche, la traduction, mais aussi dans la façon dont tu utilises ta data. Et ça te donne vraiment une chance de travailler rapidement, mais ça te donne aussi une chance de savoir exactement ce qui se passe dans tout le contenu que tu as. On a fait une recherche il n'y a pas très longtemps et on s'est rendu compte que 90% du contenu de la plupart des compagnies, c'est du contenu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations dessus, où les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe avec. Donc, quand tu parles avec des compagnies comme L'Oréal, qui ont plus de 100 ans d'existence et d'histoire et de campagne, c'est vraiment intéressant de pouvoir exactement savoir dans quel pays on a plus de succès, dans quelle compagnie, avec quel partenaire on a plus d'informations, avec quel démographique on a plus de succès. Et toute cette information-là, la plupart du temps, tu as cette information-là dans ta boîte, dans ta compagnie, dans ton contenu, mais parce qu'elle n'est pas centralisée, c'est très dur à trouver. Et ça, c'est un des usages d'IA que je pense qu'il va continuer à grandir, à vraiment donner. C'était un marketeur, c'était un avocat, si tu es dans la finance, à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ta boîte d'une façon très, très rapide. Mais aussi, un des problèmes, et tu en as parlé un petit peu, c'est vraiment si tu es une équipe créative, une entreprise qui est vraiment axée sur la propriété intellectuelle, et c'est ce qui se passe avec la plupart des magasins, des marques dans le luxe, tu as vraiment besoin de protéger ton information et tu as besoin de travailler avec des compagnies comme Box qui vont vraiment te donner une transparence dans leur pratique de IA et qui vont pas aussi former
leur IA sur ton contenu. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est le point le plus important. Un autre point très important, bien sûr, quand on parle avec les employés, il y a plein de différentes solutions qui sont IA que tu peux avoir quand tu l'utilises tous les jours. Mais chaque entreprise devra vraiment essayer d'établir une ligne directe stricte pour les employés et les aider à vraiment comprendre comment travailler avec le IA et quelle information tu peux mettre dans le IA et quelle information tu ne devrais jamais mettre dans le IA. Je pense que ça, c'est super important et ça t'aide vraiment à utiliser cette révolution d'une façon qui va t'aider à travailler plus facilement, mais aussi à vraiment te donner une chance de pouvoir être plus à côté et plus in touch avec ton audience. Merci Jade pour ces premiers éléments. Alors, je sais que Box était cette semaine à un salon important, le NRF, le National Retail Federation, qui est le plus gros rendez-vous annuel du retail aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en retires un petit peu? Quelles sont les grandes tendances que tu as observées et qui ont un peu retenu ton attention? Oui, alors le NRF, il y a à peu près 150 000 personnes qui arrivent. C'est à peu près 3 jours. C'est à New York. Il y avait beaucoup de compagnies de France. C'était absolument superbe. Et il y avait beaucoup de choses que j'ai appris. Bon, la première, c'était l'intégration de la technologie et la digitalisation dans le luxe. Donc, j'ai parlé un petit peu du luxe connecté. Donc, un exemple, c'était Hermès et Apple. Donc, on va voir un petit peu plus de connexion entre, par exemple, des maisons de mode et des compagnies de tech dans la montre avec les voitures, par exemple. Aussi, le IA, c'était vraiment la grande tendance que tout le monde parlait. Et ce que ça te donne, ça t'aide à créer des offres un petit peu plus avancées et personnalisées par pays, par démo et pour ton audience et à vraiment comprendre les gens c'est qui ton audience et tes clients. Et ça va être absolument superbe. Une autre chose ici qui était très intéressante, c'est que la plupart des compagnies parlaient à essayer de savoir comment essayer de savoir comment trouver une audience qui est plus jeune. Et cette audience, elle est vraiment connectée. C'est une audience qui est absolument digitale. Donc, essayer de trouver des façons pour connecter. Et c'est pour ça que tu dois absolument avoir ça comme une mentalité dans ton entreprise aussi, parce que c'est la façon dont tes clients pensent. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a parlé beaucoup avec. Et puis, bien sûr, ces clients-là, ils sont absolument ils sont vraiment éco-conscious. Donc, tout ce qui est éthique, la durabilité du luxe et des produits éthiques respectueux de l'environnement, c'était très important et c'était aussi une des plus grandes tendances. Comment tu peux absolument créer des produits d'une façon massive, mais aussi être respectueux de ton environnement. Ça, c'était une autre. Et puis, la dernière que j'ai absolument aimée, c'était des services personnalisés avec le IA. Et la plupart ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des marques ne connaissent pas leurs audiences. Et je pense que l'IA va vraiment les aider à connaître leur audience, mais aussi à essayer des campagnes et plus rapidement savoir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, quand on y pense, je vous dirais que la IA, la durabilité et le luxe, et puis tout ce qui est vraiment exclusif, à créer, au lieu que tu vas juste à un magasin, c'est l'idée de créer, par exemple, un voyage. Quand tu penses, par exemple, Saint-Laurent, c'était un des premières marques à avoir leur propre hôtel. Donc, il y a beaucoup plus de ça, ou aussi tout ce qui est des services qui vont beaucoup plus, qui vont en dehors de juste ta marque. Donc, des services, par exemple, pour ta peau, pour ta santé. Donc, Prada, par exemple, a lancé une new ligne de produits qui est pour ta peau, mais aussi de vitamines. Donc, tout ça, c'est très intéressant et c'est non seulement très intéressant, c'est une nouvelle façon de penser à la mode. La mode dans ta vie de jour de jour et avec une audience qui va grandir avec toi. Merci Jade. En matière d'IA, on en a déjà longuement parlé, mais c'est quand même important d'enfoncer le clou encore davantage. Quel impact l'essor de l'IA justement aura-t-il selon toi sur le marché? Oui, je pense que ça va aider le marché à accélérer tout ce qui est produit. Ça va t'aider vraiment à comprendre ton audience, à savoir exactement dans quel pays
tu es plus successful, où tu devrais vraiment aller. Et ça va aussi t'aider à comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans ta donnée. Donc, Guillaume va vous montrer exactement la façon, par exemple, qu'on peut comprendre et qu'on peut utiliser le IA pour comprendre un contrat et la façon dont tu peux utiliser le IA pour présenter les informations d'une façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus active. Ça va créer vraiment une interaction avec ta data, avec ton contenu que tu as jamais eu avant. Et pour tes clients, ça va vraiment leur donner une idée de plus personnalisée et beaucoup plus intéressante de de ta marque. Ça va aussi aider tout le monde qui est dans le marketing à vraiment comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que chaque campagne de marketing est tellement chère. Donc, si tu as pas fait une bonne campagne et que tu comprends pas ton audience, c'est des millions et des millions d'euros que tu as dépensé. C'est vraiment très dur à refaire. Par exemple, une fois que ta marque sorte, que tu as fait ton produit, c'est très difficile à refaire ça. Donc, le IA, ça va vraiment t'aider à être toujours vraiment personnalisé, mais ça va t'aider à comprendre la façon dont tu devrais travailler. Bien sûr, tu as toujours besoin d'être créatif. On a toujours besoin des humains. Je dis absolument pas que ça va remplacer. Ça va juste t'aider. Donc, si tu regardes à l'IA comme une façon d'être beaucoup plus productive et, comment dirais-je, ton assistant direct, c'est la façon dans laquelle je pense que l'IA va être la révolution dans laquelle je pense que c'est. Merci beaucoup. On a déjà parlé beaucoup des bénéfices justement liés à cette gestion optimisée du contenu et notamment à l'IA comme tu viens de le dire. Mais en pratique, est-ce que tu as des exemples de cas d'usage justement à nous partager pour illustrer justement, appuyer ces propos, ces bénéfices Oui, qu'on évoque? c'est ça. Absolument. Un des usages que je pense que toutes les compagnies dans le monde peut utiliser, c'est naviguer tes contrats. Donc, par exemple, si tu es une agence de sport et tu as plein d'athlètes avec lesquels tu travailles, avec la IA, tu peux regarder tous leurs contrats en 2 minutes et demander exactement, euh, comment dire ça, demander exactement combien d'argent par marque, par athlète, on se fait payer dans le monde. Tu peux aussi savoir exactement, très rapidement, ça c'est juste avec tes contrats. Et tu peux faire ça avec quelque chose qui s'appelle Metadata Extraction. Et une autre chose que tu peux faire aussi, c'est que analyser tes images. Donc, quand tu fais une campagne et tu as vraiment besoin de savoir exactement, je vais utiliser L'Oréal encore. Tu penses à L'Oréal, c'est une compagnie qui a beaucoup plus de 100 ans. Et ça fait à peu près, je crois, 20 ans qu'ils travaillent avec Publicis. Donc, tu as des millions et des millions d'images de campagne par produit qu'ils ont créé. Avec l'IA, un des use cases, c'est de faire de l'image, du management de ces images-là plus rapidement. Par exemple, si tu refais une campagne de Lancôme, du parfum Trésor, Trésor, ça fait à peu près 30 ans que ça sort, tu peux absolument demander rapidement au IA de te rassembler toutes les images de Trésor du monde. Et comme ça, tu peux exactement savoir en 2 minutes la façon dont tu es arrivé à cette campagne et les images que tu as qui sont disponibles. Donc ça devient très intéressant parce que tout d'un coup, l'IA, ça devient une solution qui peut aussi t'aider à faire plus de revenus et à vraiment avoir comment dirais-je, c'est une façon de pouvoir absolument utiliser tout ce que tu as déjà créé. Et ça, c'est super important parce que tu penses à toutes les images et tu penses à tout l'argent que tu dois dépenser pour créer des campagnes. L'IA peut rapidement te dire exactement si tu as déjà cette image et aussi peut t'aider à savoir, à te donner les droits dans les différents pays pour ta licence d'image, pour ta licence de vidéo, pour ta licence de produit. Te dire aussi un autre exemple qui je pense qui est qui est absolument génial pour tout le monde, c'est savoir ce qui se passe en termes de, euh, de compliance et de gouvernance par pays. Donc, tu peux demander au IA rapidement, dis-moi ce qui se passe exactement en Allemagne et la façon dans laquelle je peux faire mon marketing en Allemagne. Tu peux demander ça très rapidement et tu vas voir ça dans une seconde ou deux. Ça, ces 3 use cases dont je te parlais, c'est les use cases les plus populaires que je vois en ce moment. Et bien sûr, quand l'IA va grandir, il va y avoir beaucoup plus que tu vas pouvoir faire, mais ça, c'est quelque chose que maintenant, toutes les compagnies avec lesquelles on travaille dans le monde utilisent. Et puis, il y en a une autre de plus que je pense qui est très intéressante aussi, qui est très populaire au Japon, c'est la translation des documents. Dans n'importe quelle langue en 3 secondes. Ça, c'est quelque chose qui prenait des heures et des heures et des heures.
Donc tout ça, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec le IA. Et je suis très, très, comment dire en anglais, bullish pour ce qui va se passer dans le futur parce que l'innovation, elle est tellement rapide et à chaque fois qu'il y a une nouvelle solution qui sort, elle est beaucoup mieux que l'autre. Mais aussi, comme je disais, un truc très important, c'est de vraiment créer de la direction pour tes employés à quelle information ils peuvent mettre dans le AI et quelle information ils ne devraient pas mettre. Si vous travaillez avec des propriétés intellectuelles qui sont toujours pas sorties au marché, ça, c'est des choses que je ne mettrai jamais au AI. Surtout si vous êtes une compagnie qui a qui a des produits qui sont pas sortis, ça c'est vraiment où tu dois vraiment penser à la protection, à ta protection de la compagnie. Ou si vous êtes dans le monde de la finance, bien sûr, ne pas mettre des numéros financiers, euh, surtout des numéros privés de résultats de finances. Dans le AI, surtout dans le AI sur votre téléphone ou sur votre ordinateur privé, ça c'est vraiment ce qui fait peur à tout le monde en fait. Merci beaucoup, Jade. Je pense qu'on pourrait Merci, continuer comme ça pendant des heures, mais tout de même, absolument. il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur ces problématiques, sur ces sujets. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que tu as parlé d'innovation à fort juste titre, évidemment, et je crois savoir qu'en la matière, Box n'est quand même pas en reste. Peut-être que Guillaume, tu peux nous illustrer un petit peu la façon dont justement Box s'est emparé de toutes ces technologies pour optimiser la gestion de contenu, encore une fois, au regard des entreprises du luxe, du retail et du CPG. Et pendant que tu te mets en place, si ça te convient, je rappelle aux participants qu'ils ont accès à une fonctionnalité de chat tout à droite de leur écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour nos experts. Merci Fabien. Je vais essayer de vous partager. Est-ce que je suppose vous m'entendez bien? Oui, tout est bon. Ouais. Et on voit aussi ton écran, donc c'est parfait. Très bien. Donc rebonjour à tous. J'ai cette lourde tâche d'essayer de traduire un petit peu les différents enjeux et les différentes innovations que Jade a parcouru, que ce soit autour de l'IA au service de la fluidité des parcours documentaires, notamment pour des entreprises du luxe, retail ou CPG qui vont manipuler des volumes potentiellement de données importants avec énormément de persona ou de nécessité d'interaction avec le monde extérieur. Et si on regarde un petit peu ce cercle ou le cercle vertueux, on va dire le cercle vertueux de la collaboration documentaire, on va retrouver énormément de thématiques qui aujourd'hui vont apporter de la valeur à la fois aux collaborateurs, mais également à l'entreprise en termes de gouvernance, de pilotage et de sécurisation de l'information. Lorsqu'on parle de parcours documentaire, on va parler de collaboration, on va parler de signature électronique, on va parler de publication, on va parler de workflow, de flux de travail. Et donc, ce que je souhaitais faire avec vous dans les 15 petites minutes qui me sont allouées, c'est d'essayer de vous démontrer, notamment autour de cas d'usage issus du monde du retail, eh bien, comment est-ce que toutes ces nouvelles innovations, toutes ces nouvelles façons de travailler où le digital prend de plus en plus de place, bien, va pouvoir être et devenir des réalités. Ici, je partage et là, vous devriez voir la Saint-Valentin. C'est bon, voilà Saint-Valentin. Tu On se vois, la projette, hein. Saint-Valentin. Donc, c'était exactement l'objectif ici, c'est de prendre un petit peu un cas d'usage concret auquel bon nombre d'entreprises sont confrontées, à savoir la mise en œuvre de campagnes, ou je pense dans le monde du retail, d'opérations coup de poing, où je vais avoir besoin d'aller, je dirais, structurer ce type de communication qui va intégrer bien évidemment un ensemble d'intervenants pour pouvoir produire l'ensemble des éléments qui vont me permettre de diffuser ces campagnes et de les mettre en œuvre ici en magasin, que ce soit à travers des équipes merchandising, que ce soit à travers des équipes marketing qui vont me produire des assets digitaux ou bien évidemment des équipes commerciales. Et ce que je souhaiterais illustrer, c'est justement comment est-ce que je vais pouvoir conduire un petit peu ce projet de bout en bout, du travail conjoint en équipe et collaboratif, on va le voir, pour mettre autour de la table l'ensemble des intervenants dont j'ai cité quelques exemples juste avant pour mener à bien cette campagne,
on ira jusqu'à derrière, je dirais, sa mise en application et comment on va aussi pouvoir aider, même lorsque le projet est terminé. Si on prend cette premier élément, comment est-ce que je suis capable d'aller travailler sur des équipes étendues pour aller piloter cette opération ici Saint-Valentin avec potentiellement des interlocuteurs internes de différents métiers, mais également des interlocuteurs externes, eh bien, Box va vous permettre de façon beaucoup plus ou de façon la façon la plus fluide possible, venir garantir les interactions entre l'ensemble de ces contributeurs et surtout venir garantir l'intégrité de l'information. C'est-à-dire que dans ce type de campagne ou d'opération, mes équipes marketing vont devoir fournir des assets digitaux, mes équipes financières peut-être des analyses spécifiques, peut-être que des équipes achats vont devoir intégrer un nouveau partenaire ou un nouveau revendeur pour pouvoir fournir un certain nombre de produits relatifs à cette campagne. Donc, je peux me retrouver avec beaucoup d'intervenants et beaucoup d'assets à maîtriser. Je vais vous montrer déjà un exemple très, très lambda ici autour de Box, où je vais être capable d'aller potentiellement initier une opération particulière. Ça va être l'opération Épiphanie. Allez, on reviendra sur le sujet Saint-Valentin tout à l'heure, mais je vais être capable de créer un espace qui va avoir pour ambition de consolider l'ensemble des pièces documentaires qui vont être utiles pour délivrer ce projet. Vous avez vu, je suis juste cliqué sur le petit bouton nouveau en haut à droite et créer ce qui peut potentiellement ressembler à un dossier. Et donc, c'est aussi l'objectif, c'est qu'on soit sur des outils qui soient simples à prendre en main et qui ne nécessitent pas de conduite du changement. Pour autant, ce dossier, lorsque j'y accède, ce que vous pouvez constater, c'est que on est venu apposer une structure à l'information. Donc, en fonction de la typologie de campagne, de la typologie de l'opération sur laquelle vous avez besoin de travailler en équipe potentiellement étendue, on va garantir qu'on va pouvoir appliquer des modèles de telle façon à ce que l'information soit toujours organisée de la même façon, d'une campagne à une autre, d'une opération à une autre, et garantir l'unicité de cette structure. En complément, vous le constatez ici, on va pouvoir exposer le niveau de confidentialité de l'information. Jade en parlait préalablement. Lorsqu'on parle d'informations confidentielles, on ne parle pas exclusivement de documents soumis au RGPD ou de documents internes ou de fusion-acquisition avec une autre entreprise. On peut simplement parler d'assets digitaux, peut-être fournis par des créatifs, et je n'ai pas envie que, je dirais, ma campagne de communication et le 4x3 qui sera affiché à l'entrée de l'ensemble des magasins, eh bien, fuite avant que cette campagne soit officiellement lancée, parce que ça peut avoir un impact sur mes compétiteurs. Donc, Box va permettre de définir des niveaux de confidentialité de l'information. Ici, certaines données pourraient être amenées à contenir des données personnelles, et derrière, appliquer des garde-fous technologiques pour s'assurer que ces informations sont protégées au mieux et ne puissent pas être diffusées auprès du monde extérieur avant le lancement officiel de la campagne ou de l'opération. Vous avez vu comment on est capable de garantir cette structure et d'apposer un niveau de sécurité et de conformité pour que les informations restent confidentielles jusqu'au lancement de l'opération. Si je retourne sur maintenant mon projet un peu plus structurant, que j'ai choisi comme exemple ici, mon opération spécifique pour la Saint-Valentin, vous retrouvez cette même structure documentaire avec un nombre d'intervenants à qui les informations ont été partagées, qui pourraient être tant internes à l'entreprise que externes, mon potentiel partenaire, mon fournisseur qui va me fournir spécifiquement certains assets pour cette opération. Et donc, l'ensemble de ces participants vont aller enrichir cette base documentaire avec de nombreux documents. Or, il s'avère que dans cette population d'intervenants, je peux avoir des intervenants qui viennent, comme je l'ai cité précédemment, peut-être du monde de la finance, et leur outil du quotidien s'appelle Microsoft Excel ou Google Sheet. Je vais pouvoir avoir peut-être des intervenants qui viennent du monde créatif, qui vont me produire ces fameuses affiches en 4x3 ou qui seront diffusées dans divers endroits. Ces équipes créatives, elles, vont travailler avec des outils type Adobe Photoshop,
ou alors InDesign, tout comme je pourrais avoir une équipe merchandising qui va être en charge de me réorganiser le rayonnage des magasins ou de bien définir ce qui va être positionné en tête de gondole, et eux vont plutôt travailler autour d'outils type AutoCAD, etc. Donc, vous voyez que le fait d'apporter autour d'un projet une multitude d'intervenants va aussi nécessiter que la solution qui va pouvoir consolider l'information documentaire soit la plus ouverte possible pour pouvoir adresser l'ensemble des applications et l'ensemble des outils qui vont être utilisés par tous ces tiers. Ici, je vous montre un exemple extrêmement simple. J'ai au sein de cet espace documentaire d'un document au format PowerPoint, bien évidemment aucune complexité particulière. Tout à chacun qui aurait accès à cet espace, à ce projet, à cette opération, va pouvoir accéder à ce document et le visualiser en un clic. Là où ça peut devenir effectivement un petit peu plus avancé, c'est que lorsqu'on va commencer à parler de pièces créatives, digitales, le plan de mon magasin témoin, par exemple, où je vais avoir structuré l'espace en lien avec cette opération. Ici, on est face à un document qui est de type AutoCAD, donc je n'ai pas à me soucier de comment ce document va être partagé et comment je le diffuse auprès des différents intervenants. Je suis venu le déposer au sein de cet espace documentaire et c'est Box qui va s'occuper de garantir l'accessibilité et la visibilité de ce document à l'ensemble des tierces parties. Et finalement, peut-être le plus intéressant, ça va concerner nos équipes créatives qui, de la même façon, vont pouvoir stocker et consolider l'ensemble des pièces documentaires créatives, ici un document dans un format Photoshop, directement dans cette source unique de vérité documentaire à destination de cette opération, et donc la rendre accessible à quiconque et permettant également à l'ensemble des intervenants d'aller suivre l'évolution de ce document. Et enfin, la capacité de potentiellement commenter l'information de façon à travailler conjointement et en toute collaboration. Deuxième petit exemple que je souhaitais évoquer avec vous, c'est que à partir du moment où on est venu travailler en équipe et que je suis venu créer de l'information, la consolider au sein de cet espace documentaire, la rendre accessible à l'ensemble des contributeurs, je peux être amené à vouloir publier cette information auprès du monde extérieur. Donc, on va plutôt parler de livrables finalisés. Et comment est-ce que je suis capable très simplement de venir diffuser auprès de mes prestataires, auprès de mes magasins, l'ensemble des assets digitaux ou des différents livrables qui seraient spécifiques à cette opération. Et ici, vous constatez la capacité que Box a d'aller pouvoir créer des espaces documentaires thématisés qui vont pouvoir être diffusés auprès de tiers et qui prennent la forme de petits portails web. C'est une seule et unique page avec une capacité de personnaliser des logos, des images, pouvoir apporter du contexte textuel, ici des détails peut-être sur l'opération Saint-Valentin, et bien évidemment venir diffuser des ressources documentaires. Donc c'est une alternative au partage traditionnel de l'information que l'on connaît dans les systèmes de gestion documentaire, où ici on va venir partager une expérience qui est beaucoup plus personnalisée et qui va avoir également un impact beaucoup plus positif sur les destinataires qui ne vont pas juste se retrouver devant un dossier et quelques dizaines de documents divers et variés, mais plus devant un portail avec de l'information contextuelle. Et vous reconnaissez tous les documents que je vous ai présentés préalablement, qui peuvent être diffusés au sein de ces portails à un nombre illimité de tiers externes potentiellement à l'entreprise ou à des franchisés ou à des magasins tiers. La diffusion de ces portails se fait sans aucune limite. Donc ici, l'élément intéressant, c'est de venir publier les informations. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'expérience que vous avez vue précédemment pour travailler en équipe et produire l'information. Maintenant, à travers ce type de portail, je peux en un clic, sans aucune compétence IT, ni aucune compétence technique, venir créer
ce petit portail thématique et y déposer tous les documents qui sont utiles aux tierces parties. Mais malgré tout, je reste sur de la publication d'informations dans un format documentaire. C'est que si je suis à la recherche d'une information spécifique, très précise, je sais qu'elle est potentiellement dans un de ces documents, peut-être dans cette présentation, peut-être dans ce document PDF, peut-être dans ce document ici Google. Mais fondamentalement, je n'ai pas envie de passer les 3 prochaines heures à lire l'intégralité de ces documents pour aller identifier l'information à laquelle que je recherche. D'où la capacité que ici Box peut apporter, et Jade l'a bien décrit tout à l'heure, de pouvoir interagir sur l'information documentaire en langage naturel. Et c'est les apports des technologies issues du monde de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de fluidifier, de simplifier le parcours de recherche de l'information pour ici des externes. Dans mon exemple concret, ce peut être un magasin franchisé qui aurait accès ou qui se serait vu partager ce petit portail thématique dans lequel il va retrouver l'ensemble des assets digitaux pour cette opération, et qui pourrait potentiellement se poser une question très simple, potentiellement légitime. Disons que ce magasin est situé dans le département des Yvelines, et la question qu'il va se poser, c'est est-ce qu'il y a une particularité sur les dates de l'opération pour ce département spécifique? Et il s'avère qu'effectivement, Box est venu identifier la réponse à cette question, à savoir que spécifiquement dans le département des Yvelines, l'opération se déroulera du 3 février au 16 février. Et Box va également citer ses sources. Donc, on indique qu'on a trouvé cette information au sein d'un document qui, effectivement, porte un nom qui est assez identifiable, à savoir le planning de cette opération. Donc, des questions potentiellement complexes, où derrière, on va pouvoir aller rechercher l'information dans une multitude de documents. Ici, vous avez vu que j'ai quelques dizaines de documents. On peut aller jusqu'à des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers. Autre exemple que je peux potentiellement me poser, est-ce que, en tant que magasin, dans le cadre de cette opération, je vais bénéficier d'emballages cadeaux potentiellement fournis par le siège? Est-ce qu'il y a eu une négociation pour que de l'emballage personnalisé Saint-Valentin soit fourni? Eh bien oui, c'est effectivement le cas. Il s'avère que du papier cadeau sera fourni, et qui plus est avec 3 motifs disponibles. Ça me donne quand même des informations assez détaillées, encore une fois toujours en citant la source de l'information. Et comme vous l'avez vu ici également, permet de directement se rendre sur le document qui est la source de cette information, ou les documents qui sont la source de cette information, de façon très simple en un clic, peut-être ne serait-ce que pour pouvoir vérifier la réponse qui m'est fournie, ou alors obtenir des informations complémentaires. Et juste pour l'amusement, je peux aller potentiellement jusqu'à me poser la question de quels sont les motifs qui seront sur ces fameux papiers cadeaux qui seront fournis. Et bien, il s'avère que je vais disposer de motifs à fond rouge avec cœur doré, ce qui est extrêmement joli, et peut-être serait-ce le papier cadeau que j'utiliserai le 14 février, avec encore une fois la source de l'information, ici un document dans un format Word qui, semblerait-il, détaille tout le merchandising fourni dans le cadre de cette opération. Et techniquement, j'ai jamais besoin d'aller dans le document en soi, j'ai une réponse structurée à ma question. Donc là, nous étions sur le deuxième exemple, ou deuxième cas d'usage, qui était comment est-ce que je suis capable de beaucoup plus facilement publier l'information lorsqu'elle a été, je dirais, finalisée, et également comment je suis capable d'analyser cette information. Vous m'avez vu utiliser du langage naturel pour interagir sur de multiples documents, dans de multiples formats. Vous avez vu des documents Photoshop, vous avez vu des documents Google, vous avez vu des documents Microsoft, vous avez vu des documents AutoCAD d'ailleurs, et donc Box va être capable d'analyser et de fournir des réponses basées sur l'ensemble de ces contenus. Et enfin, troisième sujet que je souhaitais évoquer avec vous, et pareil, Jade l'a évoqué, c'est
comment est-ce que je vais être capable, je dirais, d'enrichir l'ensemble de ces informations? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu précédemment, ces informations sont dans un format très documentaire. C'est un fichier qui va être amené à naviguer, qui a été organisé dans une structure de dossier à définir. Mais on peut imaginer potentiellement dans mon exemple, et dans l'exemple autour de l'opération Saint-Valentin, il y a certains métiers qui souhaiteraient peut-être avoir une vue un petit peu plus différente de l'information. Imaginez que dans le cadre de cette opération, mes équipes achats doivent contractualiser avec certains nouveaux fournisseurs pour fournir le fameux paquet cadeau ou papier cadeau dont nous avons parlé. Cela veut dire qu'à un moment dans cet espace de projet va peut-être être intégré des éléments juridiques liés à l'intégration de ce nouveau fournisseur, des éléments contractuels. Et on va dire que une personne du juridique, ce qui va plutôt l'intéresser, plutôt que d'avoir un dossier avec plein de documents à l'intérieur, c'est d'avoir une vue beaucoup plus structurée et spécifique à son métier, à savoir, par exemple, exclusivement les contrats de l'entreprise. Et ça, c'est une chose intéressante, c'est que on va pouvoir consolider tous les documents au même endroit, comme vous l'avez vu précédemment, mais venir exposer une expérience pour les collaborateurs qui va pouvoir être différente selon les métiers. On a vu préalablement une expérience très axée autour de la collaboration, des dossiers, des fichiers, cette capacité de partage, de visualisation, de commentaires. Cependant, ce n'est pas ce qui va intéresser mon juriste. Mon juriste ou mon service achat, ce qui va plutôt l'intéresser, c'est avoir une visibilité sur tous les contrats qui sont spécifiques à cette opération, avoir une visibilité sur tous les fournisseurs qui ont été intégrés à cette opération, potentiellement le montant global des investissements qui ont été réalisés. Et donc, mon juriste, lui, finalement, il veut toujours voir les mêmes documents. C'est ça qui va toujours l'intéresser. Il veut voir le contrat qui réside peut-être dans cet espace projet. Par contre, lui, il veut obtenir des métriques un petit peu différentes. Ce qui va plutôt l'intéresser, c'est de naviguer dans tous ces documents, par exemple, liés à l'intégration de nouveaux fournisseurs pour cette campagne de la Saint-Valentin. Le juriste ne veut pas naviguer dans les dossiers que vous avez vus. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui va plutôt l'intéresser, c'est d'avoir une vue qui est beaucoup plus alignée sur ses exigences métiers, à savoir identifier les typologies de contrats, identifier peut-être qui en a la charge, identifier des dates de début, identifier des dates de fin, potentiellement identifier des montants et des valeurs. Donc ici, on parle des mêmes documents que ceux que vous avez vus tout à l'heure, structurés sous une forme de dossier et de fichier, mais là qu'on va venir exposer d'une façon particulière pour un métier particulier. Donc, pour réaliser cela, on n'est pas venu déployer deux outils, un outil de gestion de collaboration et d'assets digitaux et à côté, un outil de gestion de contrat tech. On est venu fusionner les deux pour que la même solution puisse adresser à la fois des besoins collaboratifs avancés autour de multiples typologies de contenu et d'un autre côté, offrir une visualisation de la donnée qui va plutôt adresser des métiers qui ont besoin d'une vue structurée. Et bien évidemment, un miracle arrive ici. Il s'avère que dans sa vue contractuelle d'entreprise, eh bien maintenant, mon juriste a vu apparaître un petit peu magiquement un nouveau contrat ici pour un fournisseur qui s'appelle La Fabrique à Papier et qui s'avère effectivement être à première vue relatif à la Saint-Valentin. Donc, ce peut être potentiellement un document qui a été intégré dans l'espace projet que l'on a vu précédemment. Ce que vous constatez cependant, c'est que à, à cette étape, ce document va juste être déposé par qui que ce soit au sein de l'espace documentaire, dans un dossier, quel qu'il soit. Ça remonte sur les tableaux de bord du juriste. Et cependant, l'information que j'ai sur ce document est assez faible à ce stade. À part un nom de fournisseur, je n'ai aucun montant de contrat, je n'ai pas de date de fin, je n'ai aucune information qui vont m'être utile ensuite pour suivre le cycle de vie de ce contrat et prendre des décisions. Habituellement, dans ce type de scénario et pour ce type de cas d'usage, eh bien, mon juriste va prendre un très grand café et va ensuite se mettre à lire l'intégralité de ce contrat pour venir en extraire les informations clés pour pouvoir peupler ici
sa librairie, sa Contratech et toutes les informations utiles pour sa prise de décision. Eh bien, Box va tenter de simplifier ce processus en automatisant l'extraction des informations clés du document en 3 clics exactement. Ici, j'ai ce document, je n'ai aucune information sur lui, je ne sais pas prioriser ce contrat par rapport à d'autres, je ne sais pas prioriser en termes de montant. Je clique sur cette petite case bleue qui m'indique que je veux travailler à l'échelle de ce document. Je pourrais travailler à l'échelle de multiples documents. Et vous avez en haut, ici, ce bouton métadonnées. Ce sont toutes les caractéristiques du document, ici les caractéristiques de ce contrat. Pour le moment, les informations sont extrêmement limitées. Cependant, je vais pouvoir bénéficier d'un bouton magique qui va derrière automatiquement venir analyser le document et extraire l'ensemble des informations clés par rapport justement aux différentes données qui vont intéresser mon juriste. Donc, mon juriste a déterminé que ce qui l'intéressait, c'était une date de début, une date de fin, une date de renouvellement, est-ce que c'est en tacite reconduction, quelle est la valeur du contrat. Le juriste a un petit peu défini l'ensemble des sujets ou des données qui l'intéressent pour pouvoir traiter et gérer ce contrat au long cours. Et donc, Box est venu automatiquement peupler l'information. Donc, ce contrat n'est pas actif très longtemps, comme vous le constatez ici, seulement quelques semaines. C'est un contrat de 4 750 € avec une échéance de paiement de 30 jours, une référence PAP 84 839 et Madame Sophie Delacroix a été le signataire de ce contrat au sein de l'entreprise La Fabrique à Papier. Donc, j'ai économisé beaucoup de temps. Je n'ai pas eu forcément besoin de lire ce document pour venir en extraire la substantifique moelle. Et pour vraiment aller au bout de l'approche, peut-être n'ai-je pas forcément ni même envie de lire ce document pour ne serait-ce que même au-delà de venir extraire des données, en comprendre le contexte et je dirais le contenu. Eh bien, ce n'est pas un problème. Box est capable de générer automatiquement un résumé de ce document, ici en quelques lignes. Donc, ça porte sur la fourniture de papier cadeau à l'entreprise Chic Boutique pour une opération et ce contrat stipule un certain nombre d'informations. Box est venu automatiquement générer un résumé de ce document qui va être accessible ensuite à mon juriste lors du traitement ultérieur de ce document ou de la gestion de son cycle de vie. J'en ai terminé. J'espère que ce fut clair et intéressant et une bonne illustration des propos de Jade sur l'évolution de la gestion des flux documentaires, notamment ici dans un exemple axé sur les métiers du retail. Merci Guillaume, et oui, je te confirme, c'était très intéressant. Moi, j'avais quelques questions complémentaires, si tu le veux bien, évidemment. Tu nous as montré sur ce dernier cas d'usage concernant le remplissage des métadonnées qui est vraiment un plus. Est-ce que l'outil est aussi capable d'extraire ces métadonnées si le document est manuscrit? On sait que des fois, il y a des difficultés effectivement à reconnaître les caractères. Est-ce qu'il faut forcément qu'il soit dactylographié ou... Ce sont des choses sur lesquelles on travaille dans, je dirais, l'évolution de ce type de technologie. On travaille notamment à l'intégration de contenus multimédia pour être en mesure d'extraire des informations clés, non pas exclusivement de documents textuels comme tu l'as vu ici, mais potentiellement de contenus multimédia pour obtenir le résumé d'une vidéo promotionnelle ou combien de fois telle personne apparaît à l'écran ou de la même façon analyser un contenu audio. Donc, ta question sur les contenus plutôt manuscrits et qui la plupart du temps vont être dans un format digital qui est de type image, vont s'inscrire dans cette évolution de l'offre pour que ce type de technologie puisse aller au-delà de simplement l'analyse de contenu textuel, mais bien l'analyse de contenus beaucoup plus digitaux et beaucoup plus multimédia. Et une autre question qui concerne un cas d'usage que tu as présenté un peu plus tôt, cette fois sur le fait d'interroger l'IA sur un corpus de documents, notamment pour la Saint-Valentin. Est-ce que je peux interroger l'IA sur un corpus multilingue? On a vu qu'effectivement, pour les entreprises du luxe, du retail, on peut avoir des entreprises d'un même groupe ou d'une même marque qui sont situées en plusieurs points géographiques. Et si oui, la réponse obtenue sera dans quelle langue, du coup, en français ou...
Alors, les larges modèles de langage au sens large, et notamment la façon dont Box va interagir avec tous ces mécanismes issus du monde de l'intelligence artificielle, sont agnostiques de la langue. Ce qui veut dire que si le modèle a été éduqué pour comprendre un ensemble de langues, il sera capable à la fois de comprendre les questions posées dans une langue donnée et également d'en produire les réponses. Dans le cadre ici de Box, de la façon dont nous utilisons ces solutions, nous sommes effectivement agnostiques de la langue, à savoir que mon document peut être en chinois, je peux poser ma question en français et demander dans ma question à ce que ma réponse soit en australien, c'est anglais, soit en espagnol, par exemple. Donc, toutes les combinaisons sont possibles, mais je pense le cas d'usage effectivement de traduction est très intéressant. Je reçois un document d'un fournisseur, il est dans des langues asiatiques, potentiellement c'est là où on peut retrouver beaucoup de fournisseurs dans le monde du retail, eh bien je suis capable en une question d'aller obtenir un résumé de ce document dans ma propre langue, ou alors dans mon exemple où je suis venu extraire les données d'un contrat, eh bien pareil, cette mécanique fonctionne indépendamment de la langue native du document. Merci Guillaume pour ces informations complémentaires. Peut-être pour terminer, plutôt pour Jed à ce compte-là, une petite question. Quel conseil tu pourrais donner aux entreprises qui commencent, après nous avoir entendus par exemple, à repenser leur stratégie de gestion de contenu? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Quels sont les pièges à éviter selon toi? Oui, je pense que quand tu commences, la première chose à vraiment penser, c'est quoi les cas d'usage que tu as. Si tu es une compagnie qui est absolument créative, tu as absolument besoin de penser que sécurité de ta marque, c'est le truc le plus important, de gérer tes documents dans une solution qui va être, comme je disais, à la conception jusqu'à la livrée de ton produit qui va vraiment marcher. Donc ça, c'est les choses à laquelle penser. Le genre de projet qu'on travaille, qu'est-ce qu'on a besoin de collaborer dessus? On a besoin, si c'est des documents, si c'est des images, si c'est des vidéos, tout ça, ça va vraiment te donner ça va te donner comment dirais-je, ça va indiquer le genre de solution sur laquelle tu peux aller. La deuxième chose, c'est vraiment à penser à trouver des solutions qui vont être agnostiques dans tous les départements. Donc, bien sûr, Box est agnostique sur tous les départements. Tu dois avoir on appelle ça une source de vérité. Donc, vraiment à penser à la collaboration sur tous les différents départements dans une solution. Et la troisième chose, c'est vraiment penser à la sécurité. Par exemple, tu as besoin d'avoir des solutions qui vont être absolument, qui vont pouvoir te donner la sécurité que tu as besoin sur ton ordinateur au travail, à la maison et aussi sur ton portable. Et tu dois absolument avoir la même exacte sécurité dans toutes les différentes plateformes que tu utilises. Donc ça, c'est les trois choses auxquelles tu dois vraiment absolument penser. Quand on pense à l'intelligence artificielle, comme je disais, c'est vraiment à penser à des solutions qui vont pas faire qui vont pas utiliser ta data à toi pour faire du training. Ça, c'est la chose la plus importante, surtout pour les maisons de la mode, pour les maisons à boîte, pour les maisons de publicité qui ont des nouvelles idées, qui ont des idées qui sont très uniques à eux et qui ont besoin de protéger ces idées parce que les idées, c'est exactement c'est la façon dont ils sont compensés pour leur travail. Donc ça, c'est les trois choses auxquelles tu devrais vraiment penser. Et puis finalement, c'est aussi penser à une solution que toutes les personnes avec lesquelles tu travailles, ils vont pouvoir utiliser rapidement et facilement. Parce que comme on sait, il n'y a personne qui veut faire du training et tu as besoin d'avoir des choses qui sont tu as besoin d'avoir une solution qui est facile, mais qui est aussi quelque chose que tu peux commencer à travailler avec demain. Aujourd'hui, en fait, même pas demain. Parce qu'on sait très bien que ça, c'est, si tu vas et tu utilises une solution que tu n'aimes pas, tu vas pas l'utiliser et ce qui va se passer, c'est que tu vas repartir à ton email, tu vas repartir à d'autres solutions qui n'ont pas la sécurité, qui n'ont pas la gouvernance qu'une entreprise a besoin. Et bien sûr, nous à Box, on est absolument ici pour vous aider. Donc, si vous voulez nous demander des questions, mon email c'est jadabox.com. On sera absolument, ça sera notre plaisir de vous aider avec tous les aspects de la gestion de votre contenu.
Merci beaucoup Jade, et effectivement je rappelle, je le projette en ce moment même, que tu seras à Paris. Évidemment tu es à Los Angeles en temps normal, autour du 13 mars, donc si nos participants veulent te contacter, te rencontrer surtout à cette occasion, qu'ils n'hésitent pas, soit par mail effectivement, soit par les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Vous pouvez aussi retrouver Guillaume évidemment pour approfondir un peu les aspects plutôt techniques de la solution Box. Je vous ai également partagé pour rappel ce lien de téléchargement pour le livre blanc, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des résultats de l'enquête Archimag et Box autour de la gestion de contenu dans le luxe, le retail et le CPG. Et dans tous les cas, je vous remercie tous pour votre participation. Merci évidemment Jade et Guillaume pour tous ces témoignages, ces conseils. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Et je vous dis dans ce cas une prochaine fois. À la prochaine fois tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.